Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette Total Dimanche. Au sommaire de ce magazine d'information Qatar 2022, le coup d'envoi est donné et le Sénégal, champion d'Afrique et l'une des 5 nations africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde de football. La Fédération sénégalaise de football a lancé la vente des maillots originaux, mais jugés trop chers pour de nombreux supporters sur les marchés de Dakar. Les copies sont légion. À la veille donc du premier match des Lions, le business autour des maillots, on en parle dans Confraternellement. Et Coin Éco aussi s'y colle l'économie de la Coupe du Monde avec des enjeux sportifs, économiques, commerciaux, politiques et diplomatiques. Mamadou Ndiaye et son invité feront le point tout à l'heure dans Coin Éco. À suivre également dans cette Total Dimanche le portrait du grand reporter sportif du Sénégal, Alassane Ndiaye Alou. Son portrait à suivre dans Bouillon Culture, ce sera tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. Rebonsoir. À quelques heures du premier match des Lions, la vente d'accessoires à l'effigie des couleurs nationales se passe timidement au marché Sandaga et à Petersen, en cause la raréfaction des clients et la cherté des prix de ces accessoires aux couleurs du Sénégal. Ndeyastou Sambsen y a fait un tour reportage. Est en train de timidement changer de visage. Les tableaux et objets d'art font peu à peu place à divers accessoires pour supporter l'équipe nationale du Sénégal. Devant son étal, Alpha, vendeur, confirme la hausse des prix. Si les grossistes augmentent leurs prix, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre pour pouvoir s'en sortir. Les prix étaient plus abordables durant la CAN. Actuellement, les drapeaux sont vendus à 500, 1000 francs, 2000 francs jusqu'à 7000 francs. Les écharpes coûtent entre 2000 et 2500 francs. De l'autre côté, Ousmane. Il souligne que le business marchait mieux durant la CAN. La blessure de Sadio Mané n'a pas arrangé les choses. Ça marche un peu. Les clients attendent sûrement après le premier match pour venir acheter. La blessure de Sadio Mané aussi a découragé certains supporters. Ça ne marche pas comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais nous gardons espoir. Petersen a quelques encablures de là. Ici, les couleurs nationales sont beaucoup plus présentes. Entre maillots, écharpes et sifflets, c'est la caverne d'Alibaba du supporter. Abou veut payer ses bracelets 300 francs l'unité au lieu des 500 francs annoncés par le vendeur. Je voulais en acheter un ou deux pour aller supporter les Lions, mais malheureusement, je n'ai pas 500 francs. Mais pour ce vendeur, pas question de céder. D'après lui, le prix de revient et la main-d'œuvre ne lui permettent pas de vendre moins cher. Nous achetons la marchandise à un prix vraiment exorbitant. Nous peinons même à s'en sortir. Et puis, le tressage est compliqué. Les maillots et autres accessoires de supporters inondent peu à peu le marché. Avec un premier match des Lions contre le Pays-Bas ce lundi, les prix annoncés semblent pour le moment hors de portée du 12e Gaindé. Vous l'avez compris, donc, depuis le premier titre continental à la CAN 2021 et la première place africaine dans le classement FIFA, les populations sénégalaises croient aux chances de qualification pour les 8e de finale du Sénégal lors de cette Coupe du Monde. Le Sénégal qui entre en lice, je le rappelle, demain, lundi 21 novembre contre la Hollande lors de cette compétition. Et pour parler du business autour du maillot des Lions, nous sommes avec le professeur
professeur Oumar Mbodj. Il est professeur de marketing. Monsieur Mbodj, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Diop. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous l'avez compris, il est question de parler du prix du maillot de l'équipe nationale de football du Sénégal. Un maillot dont le prix est fixé à 45 000 francs par la Fédération sénégalaise de football. Prix qui ne fait pas l'unanimité, bien sûr. Beaucoup de supporters trouvent ce prix hors de portée pour la plupart des supporters de l'équipe nationale. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que ce prix est excessif, voire dérisoire, selon le pouvoir d'achat des Sénégalais? Ah ouais, vous avez parlé de pouvoir d'achat. Vous savez, le prix est une variable, n'est-ce pas, du marketing contrôlable et qui donne, n'est-ce pas, des revenus à l'organisation. Malheureusement, notre fédération ignore les pratiques liées au merchandising sportif. Vous l'avez dit, hein, du point de vue de notre structure économique, nous sommes un pays, n'est-ce pas, assez pauvre, quoi. Et de l'environnement économique va dépendre carrément le comportement des consommateurs potentiels. Les Sénégalais sont pauvres à hauteur de 60%. Aujourd'hui, il ne s'agit même pas de marketing sportif parce que les gens font, n'est-ce pas, une confusion de genre. Il s'agit pratiquement de faire du merchandising sportif qui a un caractère beaucoup plus opérationnel. Mais quand la fédération décide de commercialiser son maillot à 45 000 francs, il exclut la majorité de la population sénégalaise. Ça veut dire que cette fédération même participe à restreindre le champ de ses gains, quoi, parce que ses cibles ne sont pas assez nombreuses, quoi. En réalité, la fédération devait jouer beaucoup plus sur les produits dérivés. Les écharpes, n'importe quel produit, les gadgets et autres, quoi. Les stickers. Quand vous avez vu au niveau de la France, la Fédération française de football a associé les supporters, les bleus, dans la conception même des produits dérivés. Et dans leur compte Instagram, ils ont communiqué de manière interactive, créant les conditions de ce qu'on appelle lifestyle, ou des t-shirts, n'importe quel autre gadget, on leur a été proposé. Et pour le maillot de la France, ça coûte là-bas 89,99 €. Mais la France, ce n'est pas le Sénégal. C'est légèrement beaucoup plus cher parce que c'est 53 000. Mais ici, ils devaient créer les conditions de gérer, n'est-ce pas, des stocks assez variés, touchant les différentes cibles, quoi. En fonction de l'âge, en fonction du pouvoir d'achat, en fonction d'autres critères quand même pertinents. Voilà. Donc, si je comprends bien, il y a des standings, certes, qu'il faut respecter avec Puma, bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce que ça voudrait dire proposer également des maillots bas de gamme pour ceux qui n'ont pas cette bourse-là pour acheter un maillot à 45 000 francs? Ah, mais parce que faire du marketing, c'est s'adapter à l'environnement, à son marché. Sinon, on risque d'être disqualifié tout simplement, quoi, parce que les populations veulent posséder ces trucs, mais ils n'ont pas les moyens. Mais malheureusement pour la fédération, les Sénégalais, n'est-ce pas, intelligents qu'ils sont, ils ont coopté cette opportunité. Les gens ont passé commande en Turquie, en Chine. Ils ont, n'est-ce pas, envahi le marché de maillots de moindre... Il y a même des maillots à partir de 12 000 francs. Il y a formellement interdit par la douane et autres. Mais à la limite, au départ, vous avez vu le débat autour, n'est-ce pas, de l'interdiction de ces maillots-là. Mais finalement, ils ont laissé. C'est parce qu'ils ne se focalisent pas sur, n'est-ce pas, un des leviers principaux du sport moderne, le business à travers le merchandising. Voilà, au-delà de cette importation-là, dans d'autres pays, vous venez de les citer, Turquie et autres, il y a d'autres entrepreneurs sénégalais qui ont décidé de confectionner des maillots à partir de leur propre argent et de revendre entre 3 500 à 5 000 francs. Est-ce que ce business-là est appelé à réussir? Ce business est en train de réussir. Moi qui vous parle, j'ai déjà tout acheté. J'ai déjà acheté le bleu, le vert, j'ai déjà acheté le blanc. J'ai acheté 2 blancs, hein, parce que pour madame aussi, j'ai acheté pour mon bébé. Ça veut dire que les gens sont en train d'acheter, hein, malgré les difficultés, les gens sont en train d'acheter. Parce que l'affectif joue beaucoup plus. La dimension émotionnelle. C'est porter aujourd'hui un maillot de Sadio Mané, c'est sentir en soi Sadio Mané, quoi, qui occupe, n'est-ce pas, une place avec le importante. forfait de Sadio Mané, il y en a qui sont découragés. Est-ce que cela ne risque pas un peu de freiner cet autre marché au-delà du marché de l'original? Prions que, n'est-ce pas, l'équipe gagne à partir de demain. Ça pourrait créer les conditions, n'est-ce pas, de booster l'ardeur des Sénégalais, quoi, pour acheter encore. Au-delà de ce business-là qui arrange certains jeunes entrepreneurs sénégalais, quel est le plus que cet engouement-là autour de l'équipe, ces gadgets, ces drapelés aux couleurs nationales pourrait apporter à notre économie nationale? Est-ce que cela a un impact positif sur notre économie? Mais ça a un impact positif parce que c'est un marché qui se crée.
Et quand un marché qui se crée, il y a des gens qui en profitent. Certains commerçants profitent de cette situation pour vendre beaucoup plus que d'ordinaire. Ça renforce, n'est-ce pas, le revenu, toute chose qui peut créer les conditions d'emploi, même temporaires, mais c'est des emplois. Et puis en période de conjoncture, quand même, c'est bon, on respire. Voilà. C'était donc professeur Omar Mbodj. Je rappelle que vous êtes professeur de marketing autour du business sur les maillots de l'équipe nationale à la veille de la première sortie de l'équipe nationale du Sénégal pour cette Coupe du Monde Qatar 2022. Nous leur souhaitons bonne chance à nos Lions et que le Sénégal gagne. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Alors, la suite de la Total Dimanche dans un instant. Alors, Coin Éco, c'est également parti pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le coup d'envoi a été donné cet après-midi. Une compétition majeure qui se déroule dans ce pays du Golfe et qui est de loin la plus petite de toute l'histoire. À titre de comparaison, c'est 14 fois plus que le coût du mondial de Brésil en 2014 et qui occupe la seconde place et 95 plus que le montant dépensé en France en 1998. À ce bilan financier s'ajoute donc celui humain et écologique. Par contre, pas bon à entendre ni joli à voir. L'économie de la Coupe du Monde et le sujet ce soir, vous l'avez compris, de Coin Éco. C'est un dossier réalisé par Mame Abdougaye Kassé. Office Sports, un média spécialisé dans le sport. La Coupe du Monde Qatar 2022 est bâtie sur une mine d'argent, beaucoup d'argent. Selon Front Office Sports, un média spécialisé dans le sport, il s'agit et de loin de la plus chère de l'histoire. Il estime en effet son coût à près de 200 milliards de dollars, soit environ 139 103 milliards 206 millions de francs CFA. À titre de comparaison, c'est 14 fois plus que l'organisation de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, la deuxième la plus chère de l'histoire et 95 fois plus que celle en France en 1998. Ce coût faramineux s'explique notamment par les investissements en infrastructures rendus nécessaires par l'organisation de la Coupe du Monde. Par exemple, 7 stades sur les 8 utilisés au cours de cette compétition ont été construits spécialement pour l'occasion. Et seuls 3 d'entre eux ne seront pas démantelés à l'issue de la compétition. L'objectif de Doha est moins une rentrée financière que la portée géopolitique. La preuve, les bénéfices attendus sont 20 fois inférieurs au budget pour l'organisation. Les recettes de la compétition devraient tourner autour des 20 milliards de dollars, ce qui équivaut à 12 830 milliards de francs CFA. Si l'estimation du coût de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar est complexe, chiffrer son coût humain l'est encore davantage, en raison de l'opacité entourant les conditions de travail des ouvriers. Selon Amnesty International et Human Rights Watch, toutefois, on compte des milliers de morts victimes de la chaleur ou encore d'accidents. Dans l'immense majorité, il s'agit d'ouvriers immigrés venus de pays pauvres d'Asie. Les droits de ces travailleurs immigrés sont en outre inexistants ou presque. Les autorités qataries et la FIFA, pour leur part, parlent d'un bilan de 3 décès. Depuis plusieurs années, plusieurs organisations suggéraient de boycotter la Coupe du Monde. La Coupe du Monde Qatar 2022 est bâtie sur une mine d'argent, beaucoup d'argent. Selon Front Office Sports, un média spécialisé dans le sport, il s'agit et de loin de la plus chère de l'histoire. Il estime en effet son coût à près de 200 milliards de dollars, soit environ 139 103 milliards 206 millions de francs CFA. À titre de comparaison, c'est 14 fois plus que l'organisation de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, la deuxième la plus chère de l'histoire et 95 fois plus que celle en France en 1998. Ce coût faramineux s'explique notamment par les investissements en infrastructures rendus nécessaires par l'organisation de la Coupe du Monde. Par exemple, 7 stades sur les 8 utilisés au cours de cette compétition ont été construits spécialement pour l'occasion.
et seuls 3 d'entre eux ne seront pas démantelés à l'issue de la compétition. L'objectif de Doha est moins une rentrée financière que la portée géopolitique. La preuve, les bénéfices attendus sont 20 fois inférieurs au budget pour l'organisation. Les recettes de la compétition devraient tourner autour des 20 milliards de dollars, ce qui équivaut à 12 830 milliards de francs CFA. Si l'estimation du coût de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar est complexe, chiffrer son coût humain l'est encore davantage, en raison de l'opacité entourant les conditions de travail des ouvriers. Selon Amnesty International et Human Rights Watch, toutefois, on compte des milliers de morts victimes de la chaleur ou encore d'accidents. Dans l'immense majorité, il s'agit d'ouvriers immigrés venus de pays pauvres d'Asie. Les droits de ces travailleurs immigrés sont en outre inexistants ou presque. Les autorités qataries et la FIFA, pour leur part, parlent d'un bilan de 3 décès. Depuis plusieurs années, plusieurs organisations suggéraient de boycotter la Coupe du Monde. Vous l'avez compris, c'est donc parti pour un mois. Le football roi donc au Qatar, la Coupe du Monde qui vient de démarrer cet après-midi. On parle des enjeux économiques de cette compétition. Des enjeux, oui, il y en a, économiques, sportifs, géopolitiques et bien d'autres. Et pour en parler dans ce coin éco, M. Mamadou Ndiaye et son invité sont sur place. Bonsoir, Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Alors c'est parti. Oui, nous recevons qui est un expert et formateur aussi sur les questions justement liées au marketing. Ben, nous y sommes, le football attire, le football séduit, mais le football draine des mondes et certainement aussi des passions. Vous êtes un observateur très attentif donc de tout ce qui tourne autour du football, même sans être sur le terrain. Alors, aujourd'hui, on parle que de milliards. Mais est-ce que les milliards ont plus ou moins fait décamper le football, le jeu? Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez de parler de cet événement planétaire. Vous me permettrez au tout début de souhaiter bonne chance à l'équipe nationale. Merci. Nous sommes tous fans de foot. Alors l'enjeu est de taille parce qu'il s'agit de milliards et qu'il s'agit aussi, au-delà des milliards, de plusieurs perspectives économiques, géopolitiques, marketing et surtout des questions d'image. Et c'est pourquoi des événements pareils mobilisent énormément donc du monde et surtout des entreprises, des multinationales, mais qui sont véritablement donc focus dans les éléments que constitue le marketing, l'image. Et c'est pourquoi donc ces événements sont suivis à travers la planète et génèrent énormément de ressources pour les organisateurs, mais également pour les participants. Oui, mais on a comme l'impression qu'il y a de nouveaux acteurs qui se sont appropriés le football, qui n'est plus simplement peut-être un jeu, parce que ça oppose des nations, et entre les nations, il y a peut-être des rivalités, et même peut-être sur le plan du prestige. Donc le maillot national, nous reviendrons justement sur le coup du maillot sénégalais, mais on a comme l'impression peut-être que l'appartenance des équipes nationales à des nations transfère un peu une partie des rivalités politiques sur le terrain du football, et ça suscite des passions. Que comprenez-vous justement à travers ces passions suscitées par ce football qui n'est plus celui qu'il était dans les années 30? C'est normal parce que le supporter a un peu muté, oui. Et nous l'avons vécu, ce n'est pas une nouveauté. Il y en a même qui parlent de supporterisme, certains sociologues. Supporterisme. Oui, parce qu'on a constaté en Europe du Nord le développement de l'hooliganisme, les hooligans. Aujourd'hui aussi un peu vers le sud de l'Europe, nous avons les tifosi. Nous avons également donc ceux qui véritablement déchaînent les stades et qui sont organisés et qui dépassent largement la dimension d'un groupe seulement et des compétitions et des résultats attendus, mais ils participent donc au rayonnement du football, mais avec également une attitude un peu négative. Et c'est pourquoi aujourd'hui donc nous avons constaté que depuis quelque temps, l'attachement à ces maillots peut développer un peu de communautarisme, oui. Voire même un repli identitaire. Tout à fait. Et ça se voit. Aujourd'hui, il y en a même qui ne veulent pas qu'on entende parler d'LGBT, et c'est normal parce qu'il y a donc un entrisme de certaines organisations dans cette dimension qui complexifie le football de façon générale. Vous l'avez évoqué. Donc l'activité sportive donc reste, mais il y a également donc d'autres activités
notamment donc le développement d'images, mais pas seulement que les images, il y a aussi le développement donc de ce qu'on appelle le soft power. C'est ça. Donc une dimension politique qui intègre, comme les guerres, ce n'est pas toujours la meilleure façon de dominer. On peut maintenant donc intégrer ces structures internationales avec un ensemble maintenant donc d'éléments qui sont soft, qui ne sont pas perceptibles, mais qui intègrent vraiment cet aspect du jeu. Voilà, on y est parce que les États-Unis vont rencontrer l'Iran et on sait que ces deux pays ne passent pas les vacances ensemble. Comment sur le plan sportif ils peuvent gérer justement ces rivalités politiques et en laissant simplement le jeu se dérouler sans l'enjeu politique ou géopolitique? C'est vrai que la politique a un peu dénaturé le jeu, mais quand même, il y a quand même un aspect général qui reste, c'est-à-dire l'ouverture, la compétition, donc la fraternité et la démocratisation de ce foot-là. Et vous l'avez déjà noté, de petites nations qui ne valent pas économiquement ou militairement, qui n'ont pas certaines positions, intègrent aujourd'hui donc cette dynamique et se positionnent. C'est l'image du Sénégal. Aujourd'hui aussi, on a constaté que c'est à ce niveau seulement que nous pouvons voir certaines rivalités, le temps d'une coupe être tue, mais ça peut se sentir aussi dans ce que nous avons évoqué tout à l'heure au niveau des supporters. Donc s'il n'y a pas l'encadrement nécessaire, et d'ailleurs la FIFA a travaillé beaucoup sur cette sécurité, parce que dans le temps nous avons vu que donc, la violence a infesté et continue d'ailleurs d'infester. Et tout cela, ce n'est pas seulement lié à la pratique sportive, le jeu, mais c'est très souvent donc lié à des rivalités de nature que vous venez de dire entre maintenant donc des pays qui sont peut-être rivaux ou ennemis. Ok, on constate que de grands pays, sur le plan économique tout comme sur le plan démographique, sont absents de Parfaitement. La Chine, l'Inde et dans une moindre mesure la Russie sont absents. Voilà. Et est-ce que cette inversion des hiérarchies ne pose pas un problème dans le football? Parce qu'on pensait que plus vous avez des moyens, mieux vous vous imposez sur le plan footballistique. C'est pas vrai. J'avoue que les moyens sont déterminants parce que quand on analyse quand même les pays qui ont participé, il y a de pays, la majorité donc de ces pays, c'est des pays occidentaux. Ils ont déjà des quotas les plus développés, les plus élevés, parce que également donc dans le dispositif aussi donc des confédérations, nous savons que c'est l'Europe, l'UEFA a une confédération très riche et tout. Mais quand même, il faut le reconnaître. Le sport est, pour moi, le domaine où on peut exprimer valablement ses compétences. Sans véritablement donc des critères relativement liés à parce qu'on est riche ou parce qu'on est pauvre. On a démocratisé à ce niveau et aujourd'hui ce sport est un sport roi, non pas parce que c'est véritablement donc des pays riches qui le pratiquent, mais aujourd'hui nous savons que la position de Sadio Mané par rapport au Ballon d'Or, c'est juste des performances individuelles et qui ne dépendent pas véritablement du pays d'origine, mais c'est souvent des compétences. Mais il faut le reconnaître, les pays qui ont les moyens peuvent mettre un dispositif de développement de ce football mieux que les autres pays. Les talents que nous avons dans ces petits pays auraient profité maintenant donc des mannes financières des pays développés pour émerger et peut-être on aurait plus de Sadio Mané donc au niveau du ranking du foot. Voilà. Très bien. Mais toutes nos pensées donc à notre Nancho national, l'enfant de Bombali. Mais la FIFA, qui est une organisation fêtière, donne l'impression de ne privilégier justement que l'aspect financier. Est-ce que la FIFA ne se mue pas pour devenir sans doute un creuset de surenchère entre les multinationales qui se disputent justement les compétitions mondiales? Bon, à ce niveau, je vais un peu relativiser ma position parce que la gouvernance de la FIFA aussi implique des parties prenantes et que ces parties prenantes aussi concourent à la performance et au développement du football. Qu'à cela ne tienne, il serait donc aujourd'hui normal que la FIFA tienne compte de ce qui apporte l'argent. Parce que la FIFA finance ses activités par rapport à de gros événements comme donc celui-ci. Mais derrière, qui est-ce qui mobilise ces moyens financiers énormes? Ce sont ces multinationales. Et ce n'est pas pour rien que pendant longtemps, Adidas a géré la dimension image et autres, les médias, donc pour les accréditations, pour véritablement donc la FIFA. Alors,
Dans ce cas, quand les parties prenantes maintenant ne sont plus que les confédérations, même si ces confédérations sont dans le dispositif maintenant donc des choix et de certaines orientations stratégiques, il y a aussi d'autres parties prenantes qu'il faudrait intégrer. Et c'est ça qui rend la gestion, la gouvernance donc du football aujourd'hui complexe. Même le Sénégal donc gagnerait à avoir peut-être des partenaires de cette nature pour développer le football professionnel au niveau local. Donc si on a pas maintenant donc ces entreprises qui enquêtent dimanche et enquêtent également de parts de marché et qui veulent de la visibilité, ça peut au moins donc ça va un peu bloquer ou bien réduire peut-être l'élan des performances qui sont attendues donc dans le cadre de la compétition. Alors une des stars mondiales d'ailleurs qui fera l'objet de beaucoup d'attractions à la Coupe du Monde, c'est peut-être le jeune footballeur français Mbappé. Il a récemment élevé le ton pour dire que voilà, son droit à l'image, il la gère, mais que la Fédération française de football n'a pas à exploiter justement son image à d'autres fins. C'est le début sans doute d'une révolution copernicienne au sein du football mondial? En tout cas, ça peut véritablement faire réfléchir parce que ce que aussi Mbappé demande en tant qu'individu, c'est ne pas associer son image véritablement à certaines marques. Et il faut le dire, on fait le marketing aussi donc des grands joueurs. Et les grands joueurs aussi, c'est une identité, c'est également donc de l'influence, c'est une personnalité. Et là-dessus, ce qu'il demande, lui, à la Fédération française, dans un premier temps, c'était véritablement de revoir cette situation. Parce que l'image collective, donc d'accord, mais derrière, il n'a pas parlé de seulement gérer sa propre image, mais il est allé au-delà. C'est faire de sorte que cet argent qui est recueilli à travers maintenant les sponsors puisse également aider au football à la base. Très bien. Mais on va toujours mettre l'accent sur sa personne. Mais ce qu'il veut véritablement, c'est que quand même, tout cet argent qui est engrangé puisse véritablement profiter véritablement au football. Et c'est à ce niveau peut-être qu'il faudra être rassuré qu'il ne s'agit point de sa petite personne, mais qu'il s'agit véritablement donc de reconsidérer les choses. À ce niveau, c'est tout à fait normal. Comprenez-vous certains footballeurs de réputation mondiale qui sont réticents à ce que peut-être leur nom soit associé peut-être à des choses qui heurtent leurs convictions, notamment peut-être des musulmans qui ne veulent pas prendre une bouteille de bière, ou peut-être des chrétiens qui ne veulent pas peut-être s'habiller en kéfier. Est-ce que ces appartenances peuvent un peu vicier l'atmosphère au sein du monde football? Parfaitement. Comment régler justement cette question? Parce que quand même un sponsor, il a besoin sans doute que des vedettes d'un club véhiculent son image. Mais si ces mêmes vedettes sont réticentes, comment le marketing peut régler cette question? Parfaitement. Vous savez, à ce niveau aussi, il faut relativiser les choses. C'est une problématique éminemment sociologique. C'est ce qui a peut-être un peu précipité même le départ de Ghana, quand il fallait véritablement mettre ce maillot qui avait un peu des traits LGBT, qui ne convient pas à ses convictions religieuses. Il va de soi. Je crois que là-dessus quand même, il ne suffit pas seulement de le soulever, il suffit véritablement d'analyser profondément comment véritablement arriver à concilier les acteurs du football qui ont aussi donc leurs références de valeur, mais également aussi essayer de voir comment les entreprises devraient aussi vérifier. Parce qu'il faut le reconnaître, autant chez les joueurs que chez certaines multinationales ou entreprises qui veulent être visibles, chacune de ces entreprises ne veut pas coller son image également à un sport qui ne conforte pas ses convictions. C'est comme Orange au Sénégal avec la lutte. À un moment donné, Orange s'est retiré. Pourquoi? Parce que la violence ne pouvait pas conforter l'image de Orange. C'est ça. Donc, en tant que sponsor, il se retire. Alors, le joueur aussi est libre quand même, compte tenu de ses convictions. C'est ma conviction personnelle. Mais comme le foot aussi n'est pas un jeu individuel, mais c'est un jeu d'équipe. C'est ça la complexité. Donc, il faudra maintenant que les fédérations travaillent à ce juste milieu. Parce que les fédérations aussi doivent travailler à leur culture, à leur référentiel de valeur. Parce que je sais que le Sénégal peut-être n'acceptera pas un jour d'être sponsorisé par véritablement des entreprises qui ne collent pas avec la culture sénégalaise, naturellement. Parce que le peuple va se rebeller par rapport à ça. Et c'est pourquoi je crois que
il va de soi, aussi bien pour les entreprises et que pour aussi donc les équipes et les joueurs, il y a lieu quand même de paramétrer cela. Et tout ce que Mbappé demande, c'est à ce niveau. Il n'y a pas que lui. Les gens s'oublient que Coca-Cola aujourd'hui est sponsor de cette Coupe du Monde. C'est ça. Cristiano a refusé de poser avec une bouteille de Coca-Cola. Tout à fait. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est... Alors, oui. il y en a qui développent maintenant donc le repli identitaire. Il va de soi. Il ne s'agit pas, tout n'est pas repli identitaire. Il faut aussi quand même tenir compte de la personnalité, des convictions, parce que ces athlètes sont des références pour des jeunes. Et quand Mbappé parle de Coca-Cola, il parle de nutrition. Donc, il est profond. C'est qu'on le prend à la légère. Parce que cette nutrition, il cible les jeunes qui doivent avoir de bonnes conditions et avancer également donc, dans les performances. Tout à fait. Et quand on sait très souvent maintenant ce qu'il y a derrière ces multinationales et leurs produits, c'est un peu difficile. Il faut maintenant prendre le footballeur comme un être complet, un sujet conscient, qui a compris peut-être que les enjeux sont importants, mais que par son image aussi, il peut contribuer à améliorer l'ordinaire des populations. Mais j'aimerais toucher un mot sur peut-être la finance publique et la finance privée. La finance publique, à un moment donné, a construit des stades, des routes, a occupé les équipes nationales, a donné un peu quelques infrastructures sportives ici ou là. Mais de plus en plus maintenant, il y a une finance internationale qui subrepticement se substitue à la finance publique. Est-ce qu'à un moment donné, il ne risque pas d'y avoir de conflit d'intérêts entre la finance publique qui veut que le triomphe revienne donc à la nation et les multinationales qui, elles, veulent peut-être donner d'elles-mêmes une image de conquête et une image de puissance à l'échelle planétaire. Alors moi je trouve que quand même c'est inquiétant et c'est à l'État quand même d'avoir, ou à la finance publique, d'avoir le contrôle de tout cela. Parce que les multinationales n'investissent pas gratuitement. Derrière chaque franc investi, il y a un objectif poursuivi. Forcément, un retour sur l'investissement. Elles ne sont pas des philanthropes, ces structures à l'international. Et elles analysent d'abord les enjeux majeurs. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'enjeu majeur, c'est le profit. Et ce profit ne peut plus se gérer à de petites dimensions. C'est pourquoi donc c'est à l'échelle globale qu'elles vont aller chercher véritablement donc, les pécules à tirer. Mais derrière, c'est vrai que l'État seul ne peut pas tout faire. Et c'est ça la réalité. Alors, retour au Qatar, un stade frigorifié, congelé, un stade où il y a justement des climatiseurs. Mais c'est insensé. Un maillot de l'équipe nationale du Sénégal qui coûte 45 000, mais les Ndiobiens vont se frustrer. Avez-vous compris peut-être un peu si on n'est pas dans la démesure? Donc on dit que c'est le maillot qui coûte le moins cher aussi. Mais il faut le reconnaître aussi. Le Qatar ne fait pas gratuitement les choses. Il faut voir derrière le Qatar ce qui est la motivation. Le Qatar a très longtemps investi dans le sport. Il a compris que le sport c'est une industrie et que les réserves gazières et pétrolières commencent à diminuer, donc il faut un alternatif. Aujourd'hui, même les milliards qui sont cités, au fait, ne sont pas investis exclusivement que pour la Coupe du Monde. D'accord. Mais il y a une autre finalité. Il y a un projet Qatar 2030. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le foot. Toutes les autres fédérations ont presque, il y a de cela 10 ans, presque une activité au Qatar. Donc ce qui veut dire que le Qatar a bien réfléchi à ce niveau. Seulement, quand on donne les sommes mirobolantes, on pense que le Qatar n'a pas encore réfléchi sur sa stratégie. Bon, malheureusement, les impacts qui sont liés à ces événements ne sont pas mesurables dans l'immédiat. Dans l'immédiat, ça peut marcher, mais on ne sait pas maintenant au bout de 10 ans. L'Afrique du Sud est un exemple de ces investissements-là. Un cadre très enrichissant. Maintenant, place au jeu. Merci, M. Diouf. Merci beaucoup à vous, M. Mamadou Ndiaye, et à votre invité, professeur Souleymane Diouf. C'était un débat très riche. L'économie de cette Coupe du Monde passée au peigne fin dans Coin Éco. Et c'est la fin de cette première partie de la Total Dimanche. On se retrouve juste après le bulletin de 19h45 pour la suite. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine d'information La Totale Dimanche. Place à notre rubrique environnement
qui s'intéresse à la journée mondiale des toilettes qui a été célébrée ce samedi. Prétexte pour la rédaction de jeter un coup d'œil sur le déficit et manque d'entretien dans certains marchés de la capitale. C'est une véritable casse-tête pour les occupants de ces lieux. Nos reporters Hamid Diouf et Sidignan ont fait un tour à Grand Yoff et à Grand Dakar pour suivre l'état de ces toilettes publiques. C'est un reportage d'Hamid Diouf. On regarde. Il convient de les appeler les toilettes publiques, poussant certains à faire leurs besoins à l'air libre. Parfois, il y a des gens qui laissent les toilettes pour aller uriner sur les murs, car les toilettes sont dans un état déplorable. La mairie devrait les perfectionner, on a vraiment besoin. Au-delà du déficit, le souci des usagers et le manque d'hygiène dû au comportement de certains. La demande est supérieure à l'offre, du coup, c'est difficile d'assurer l'hygiène. Ceux qui doivent y veiller doivent redoubler d'efforts. Pour d'autres, c'est une question d'horaire. Ils estiment que les toilettes ferment tôt leurs portes. Très tôt, à 18h, les gérants ferment les portes des toilettes et pourtant, nous les usagers, nous sommes là jusqu'à 22h. Après Grand Yoff, cap sur Grand Dakar, ici c'est la gestion des toilettes qui pose problème. Ils pointent du doigt l'administration et les services de nettoiement. Ceux qui gèrent les toilettes, c'est seulement l'argent qui les intéresse. Ils ne contrôlent rien. Elles sont tellement insalubres que des fois, les gens n'ont même pas envie d'y aller. Ce samedi est célébrée la journée mondiale des toilettes. La question des lieux d'aisance demeure toujours un casse-tête au Sénégal. À présent donc la rubrique culture, bouillon culture, je vous le disais tantôt, qui s'intéresse au portrait d'un des plus grands reporters sportifs. Il s'agit d'Alassane Ndiaye Alou, éminent enseignant. Avant d'être journaliste sportif, l'homme de culture est mort depuis 1976. Mais nous nous rappelons de lui en ce début de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Découvrons-le dans ce reportage signé Aïssatou Kane et Seydina Mbaye. Cette hospitalité émaillée d'altruisme du 5e fils d'une fratrie de 18 n'est que le reflet du philanthrope qu'a été son père, le regretté Alassane Ndiaye Alou. Mon père aimait ses copains d'enfance. Il a grandi dans une maison où son père, il était fils unique. Et le père était maçon. Et ses ouvriers, il leur construisait des chambres pour qu'ils habitent à domicile. Alou en a eu beaucoup de copains parmi eux dans leur progéniture. D'ailleurs, c'est ce que je rappellerai par la voix de Seigneur Abdelaziz Sy Dabakh, que Dieu ait pitié de son âme, l'accueille au paradis. Au jour de l'enterrement d'Alou, il disait que j'envie ce monsieur. Voilà un homme porté par 4 de ses enfants et qui a été disputé à des gens qui n'étaient pas bien portants mentalement, qui se sont disputés avec nous pour amener sous terre Alou. Et il avait, parce que ces gens-là, Alou les recevait. Il était tranquille avec eux. 6 février 1925, 6 août 1976, 46 ans que cet illustre enseignant, valeureux journaliste et patriote n'est plus, 51 ans de vie auréolée d'œuvres et d'actes pour la postérité. Il y a Alou qu'on dit journaliste sportif, ce que vous me disiez tout à l'heure dans notre petit entretien. Il y a Alou l'artiste en fait, qui était un homme très courageux, homme de culture, poète, et qui était très africaniste. C'est pour ça que je voulais venir au mot de Youssou Ndiaye, qui disait que Alassane Ndiaye Alou, c'est une question, est-ce l'âme d'un peuple? Parce qu'il a vécu passionnément la radio. Et il n'était pas préparé pour être journaliste. Alou a fait la promotion du football. Et en faisant la promotion du football, il transgressait les frontières. En 1945, Alassane Ndiaye est diplômé de l'école normale William Ponty avant d'entamer une carrière d'instituteur à Dakar. Un des plus grands jalons, c'est certainement d'avoir été enseignant.
Alou a commencé à enseigner très tôt. Il a formaté une génération qui a participé à plusieurs niveaux dans le pays. Il a été d'abord enseignant des écoles à Champ de Course, Faidherbe. Il a fait Colobane. Très tôt, déjà à 20 ans, il formatait son caractère en résistant déjà à l'école Ponty, où il a partagé la chambre avec le président Abdoulaye Wade. Directeur adjoint de l'information, chef de service à la radiodiffusion en 1959, sa renommée fulgurante, propulsée par la magie du football, ses innombrables couvertures de combats de lutte traditionnelle, Alou devenait incontestablement le père du reportage sportif en Afrique. Je revois au moment où je vous parle nos 11 petits gars lâchés sur le stade de Tunis face à l'Éthiopie. La Tunisie qui venait de battre l'Éthiopie par 3 buts à 0 avait une avance de 3 buts sur nous. Et lorsque notre équipe est entrée sur le terrain, le public tunisien qui était compatissant se disait, alors que nos petits gars étaient transis de froid, que les Sénégalais allaient entreprendre une tâche insurmontable et qu'ils allaient y laisser des plumes. Il est un modèle dans le journalisme et il a surtout su mettre en valeur la production sénégalaise en créant Sénégal d'autrefois. L'émission Arène sénégalaise, Alou a fait tout ça. Quand on parle de l'enfant chéri de Dakar, Mame Gorgui Ndiaye, c'est la magie de Alou. Alou a construit, a fait la promotion de Salif Keïta, ancien international malien qui s'est retrouvé à Saint-Étienne. Et je n'oublierai pas le fait qu'il le faisait avec la magie d'un verbe. Il avait une dextérité, une complexité avec la langue française. Il savait la cisailler et puis présenter les choses de telle façon que c'était digeste et ça faisait rêver. Et je pense que c'est ça le rôle du football qu'il a relayé et qui a fait la promotion qu'on l'ait appelé journaliste sportif. Et Alou savait galvaniser les foules et autant galvaniser les footballeurs parce qu'il vivait avec eux. Alou a créé, a construit une équipe nationale. Je pense qu'Alou a bien fait son rôle de journaliste. Il en a même payé le tribut. Un journaliste doit être courageux. Oui, Alou l'a été. Fervent panafricaniste, Alassane Ndiaye a côtoyé d'illustres hommes et subi les affres du politique. Alou n'était pas en politique. Il avait, d'après l'histoire, choisi Mamadou Dia pour son côté africaniste. Mais Mbengue disait que quand il a reproché à Alou de refuser le privilège d'aller au gouvernement par rapport à sa progéniture, à sa famille et à ses besoins sociaux, Alou lui a sèchement répondu tout simplement que je suis certain que ce que je fais en résistant à Senghor et en restant sur des valeurs, cela survivra à ma tombe. Vous avez dit, 46 ans après, nous sommes en train de visiter son histoire. Il a traversé les frontières parce qu'il a participé à la promotion de feu Joseph Désiré Mobutu, qu'il avait sollicité pour vendre le Zaïre. Il a eu des liens avec Sékou Touré, qui a voulu un moment lui donner un statut privilégié du fait des persécutions du régime de Senghor. Voilà Alassane Ndiaye Alou. Alassane Ndiaye Alou, c'est aussi une vie de lutte et de défense de la liberté de la presse. Que les Sénégalais allaient entreprendre une tâche insurmontable et qu'ils allaient y laisser des plumes. Eh bien, dès le coup d'envoi, retrouvant justement ce diome sénégalais, cette fierté légendaire, nos 11 petits gars se sont lancés à l'assaut des camps éthiopiens et après 60 minutes de jeu, le sort de l'Éthiopie était définitivement réglé. L'Éthiopie baissa les armes et le combat cessa faute de combattants. Ces mots galvanisants auraient aujourd'hui résonné dans la tanière comme un baume de cœur, dans l'épreuve de l'absence de Sadio Mané sur la pelouse au Qatar. Qatar 2022, c'était donc le portrait de feu Alassane Ndiaye Alou réalisé par Aïssatou Kane en place sur ce plateau. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir Hawa. Alors vous venez de réaliser son portrait. Alassane Ndiaye Alou, c'était un grand reporter sportif et également un homme qui regorgeait de qualité. Mais est-ce qu'il est connu par la génération actuelle? Alassane Ndiaye Alou. Avant de mettre une image sur son nom, je ne le connaissais pas vraiment. J'entendais juste parler de lui. Mais en faisant ce portrait,
c'est pour moi une honte de dire que je ne connaissais pas Alassane Ndiaye Alou. Parce que vous conviendrez avec moi qu'après avoir regardé ce portrait, qui n'est que la face visible émergée de l'iceberg, que Alassane Ndiaye Alou ne devrait pas être méconnu du public. C'était, comme on l'a fait comme titre, le père du reportage sportif en Afrique. Mais avant tout, on l'a connu parce que peut-être il était avant tout un enseignant. Il était enseignant de formation, instituteur de formation. Il a enseigné dans des écoles comme Faidherbe, Champ de Courses, Colobane, Médina. Mais il s'est très tôt intéressé au journalisme et de là, on l'a connu, il a fait des publications qui a fait qu'il a été connu dans le milieu journalistique comme Afrique Matin, Dakar Matin, Paris Dakar ou Bingo. Mais c'est à la radio qu'il a accru sa renommée, on pourrait dire. Parce que grâce à son éloquence, grâce à sa manière de sa maîtrise de la langue française, mais aussi ses interventions qui étaient épiques. Donc, de par là aussi, on peut dire que grâce à sa rhétorique, il arrivait à galvaniser toute une foule au niveau des stades, mais aussi les joueurs. Son fils disait que parfois, un jour, le président de la République, Léopold Sédar Senghor, l'avait appelé, alors au moment qu'il était radié au niveau de la fonction publique, parce qu'on lui avait demandé d'aller à Matam, il avait refusé. Donc, ils avaient fait appel à Alassane Ndiaye Alou pour qu'il vienne parce qu'il y avait un match et ils avaient besoin que les joueurs soient galvanisés. Et grâce à lui, ils avaient gagné ce match-là. Alassane Ndiaye Alou, au-delà du football aussi, c'est un homme qui a fait la promotion de la lutte. Parce qu'à l'époque, dans la presse écrite, la lutte était marginalisée. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu la jonction entre l'antenne et l'arène a pu se faire. Donc, en plus de faire la promotion du football, il a fait la promotion de la lutte. Il a créé la fameuse émission L'arène sénégalaise, mais aussi il a créé l'association des grands griots du Sénégal. Au-delà de cela aussi, on a entendu parler son fils, qu'il avait des rapports aussi avec des chefs d'État. Il a traversé les frontières, il a participé à la promotion de la ligne politique de Joseph Désiré Mobutu. Il a eu aussi des liens avec Sékou Touré. C'est un homme qui, on sait qu'on devrait ne pas connaître parce que c'est un homme qui s'est battu, qui s'est donné corps et âme pour la liberté de la presse. On a vu dernièrement, on se bat corps et âme pour ça, c'est un peu bafoué. Donc, il est temps aujourd'hui que nos jeunes, surtout au niveau des écoles, au niveau des universités, les journalistes ne devraient pas ne pas connaître Alassane Ndiaye Alou. Il y a des cours d'art oratoire. C'était un homme qui parlait, qui avait une rhétorique, qui était éloquent. Qu'on revienne sur ça et je pense que c'est important. C'est très important, bien sûr, Aïssatou Kane. C'était le portrait du grand reporter sportif, Feu Alassane Ndiaye Alou, une grande voix du reportage sportif. C'est d'ailleurs ce qui met un terme à cette totale dimanche. Je le rappelle, la Coupe du Monde Qatar 2022 est lancée ce dimanche. Le Sénégal entre en lice lundi 21 novembre face à la Hollande. Ce sera à 16h. Bonne chance à nos Lions. Nous sommes tous derrière eux et bonne semaine à vous tous en compagnie des programmes d'ITV. Merci.